Dans l'actualité ce soir, le Conseil d'État français valide l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. La plus haute juridiction administrative française a rejeté ce vendredi le recours formé par François Compaoré contre le décret d'extradition signé en mars 2020. Le frère cadet du président Blaise Compaoré doit à présent faire face à la justice burkinabé, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, la CENI a un nouveau président. Il s'agit d'Élisée Ouedraogo, représentant de l'Église catholique. Il remplace à ce poste Newton Ahmed Bari et aura pour défi d'organiser les élections municipales en 2022. Le nouveau président connaît déjà l'institution pour avoir été directeur de cabinet du président Maître Barthélémy Kéré et commissaire de la CENI dans le bureau sortant. Son portrait à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, la suite de notre feuilleton à Bitou. Ce soir, un focus sur un village atypique de la commune qui s'est remarqué par la production de manioc et de bananes. Des dizaines d'hectares y sont cultivés et font la fierté de la localité. Images et commentaires à suivre dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Conseil d'État français a validé ce vendredi 30 juillet l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le frère cadet du président déchu Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 de Norbert Zongo. Dans une décision rendue publique donc ce vendredi, le Conseil d'État français, la plus haute juridiction administrative française, a rejeté le recours formé par François Compaoré. Une décision saluée par le Conseil des avocats en charge de la défense du dossier Norbert Zongo. Bernard Combelem, Nyarkiteda. François Compaoré bientôt extradé, la question est toute posée. Pour sa part, le Conseil d'État français a donné son feu vert ce vendredi matin à Paris. Une décision accueillie une fois de plus comme une victoire d'étape par le collectif des avocats constitué en partie civile dans le dossier du drame de Sapuy. Aujourd'hui, le Conseil d'État français vient de valider, en fait, en quelque sorte, l'arrêté, la décision de décret d'extradition. Donc, il ne reste plus que pour l'État français de mettre en exécution la décision d'extradition qui a été prise par le gouvernement. Pour nous, en tant qu'avocats, ce n'est qu'un motif de satisfaction que de savoir que la procédure que nous avons initiée depuis belle lurette a finalement continué, en tout cas, de prospérer, et qu'il y a des chances, il y a lieu d'espoir que l'un des suspects sérieux dans cette affaire puisse être entendu devant les juridictions burkinabées. Suspecté d'avoir orchestré l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, un 13 décembre 1998 à Sapuy, François Compaoré prend acte de la décision du Conseil d'État français et est prêt à faire face à la justice de son pays dans la dignité, l'honneur et avec responsabilité, rapportent ses avocats. Ces derniers annoncent saisir la Cour européenne des droits de l'homme, une saisine qui aura bien sûr des implications. C'est vrai que les avocats déjà de François Compaoré annoncent la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un droit pour tout citoyen résidant sur le territoire de l'Union européenne qui estime que ses droits fondamentaux ont été violés de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Seulement, dans le cas d'espèce, la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme en elle-même n'est pas suspensive de la procédure d'extradition. Donc, il n'y a pas un effet suspensif de plein droit. Par contre, les statuts, les textes donc, de la Cour européenne donnent la possibilité au requérant, à celui-là qui saisit la Cour, de demander à la Cour donc d'ordonner des mesures provisoires. Et au titre donc des mesures provisoires, la Cour européenne peut ordonner la suspension à l'exécution du décret d'extradition. Cela est possible. Et je pense d'ailleurs que c'est même très probable, parce que l'article 44 de la Convention donc, de l'Union européenne oblige donc les États à coopérer avec la Cour pour tout dossier, pour toute requête qui a été introduite donc devant la Cour. Donc, quand on imagine que l'État français a une obligation de coopérer pour que la Cour européenne puisse rendre la décision, bien entendu, si l'État venait à exécuter la décision d'extradition avant même que la Cour ne se saisisse, ne connaisse donc du dossier, vous voyez qu'il aura manqué à son obligation de coopération. Donc, autrement dit, la Cour européenne aura sans doute
a statué sur une demande de mesure provisoire de François Compaoré. Seulement, dès que la Cour européenne va rendre sa décision sur la demande provisoire de suspension de l'exécution donc de la décision d'extradition, cette décision de la Cour, elle, n'est pas susceptible de voie de recours. Ça veut dire que François Compaoré a encore des chances de ne pas être extradé. C'est seulement après l'intervention de la décision de la Cour européenne que véritablement il n'y aura plus d'autres voies de recours du point de vue judiciaire. Et pour le collectif des avocats du dossier relatif au drame de Sapuy, la veille et la pression doivent être démises pour voir enfin le bout du tunnel. Pour moi, je dis, il faut toujours qu'il y ait une certaine pression. Parce que ce dossier date de 1998. Et il a fallu beaucoup de pression, la pression populaire, la pression des hommes, des défenseurs des droits de l'homme, pour qu'on puisse en arriver là aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il ne faut pas se faire des illusions et penser que c'est un acquis. Et j'estime que nous devons continuer toujours donc la veille et ne pas surtout baisser donc les bras afin d'obtenir véritablement l'extradition et le procès équitable. En attendant, c'est une décision de portée majeure que vient de prendre la plus haute juridiction de l'Hexagone dans une procédure judiciaire qui n'a que trop duré, reconnaissent les avocats de la partie civile. Et puis au Conseil des ministres de ce 30 juillet 2021 sous la présidence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, le Conseil a délibéré sur des dossiers inscrits à son ordre du jour et entendu des communications orales. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur le compte rendu complet du Conseil pour vous. Et toujours au palais de Kosiam, le président du FASO qui vient de recevoir ce matin deux personnalités. Il s'agit du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et la commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine. Le premier est venu parler de stabilisation de la région des trois frontières avec le chef de l'État et la seconde de la semaine des langues africaines organisée par l'Institut des langues africaines. Le point de ces audiences avec Aimé Solange Guigma. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel est en visite chez le président du FASO. Les échanges ont porté sur la sécurisation de la zone de l'autorité du Liptako-Gourma. Nous avons conçu ensemble avec les partenaires et les gouvernements des trois pays un projet de stabilisation de cette région qui, tout en prenant les aspects sécuritaires, va s'occuper également de la capacité de résilience des populations, essayer d'initier un certain nombre de projets pour aider les populations déplacées à revenir, mais également à essayer de créer des activités pour les jeunes, les accompagner. Et donc je suis venu rendre compte au président de cette initiative et qui nous estimons qui a donné de très bons résultats une telle initiative au niveau du bassin du lac Tchad et que nous sommes en train d'expérimenter au niveau de cette région. Et une fois de plus, je remercie les autorités burkinabées pour l'accueil qui nous a été réservé. Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu la commissaire chargée des affaires sociales et de l'humanitaire de l'Union africaine. Amira El Fadil est venue présenter les travaux de la semaine des langues africaines. I thanked the government and the people of Burkina Faso. J'ai également profité de l'occasion pour remercier le gouvernement du Burkina Faso qui a accepté abriter la rencontre ici. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan d'action qui porte sur le thème général même de l'Union africaine cette année qui est art, culture et développement des langues nationales. J'ai également saisi l'opportunité pour féliciter et remercier le président du FASO pour son rôle en tant que champion de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Une semaine qui sensibilise sur le rôle indispensable des langues africaines dans l'instauration de la culture de la paix et la promotion du développement durable. L'actualité à la une ce soir, le successeur de Newton Ahmed Bari à la tête de la CENI est connu. Il vient d'être élu hier à l'issue d'un vote organisé entre les commissaires de la CENI. C'est le magistrat Élisée Ouedraogo, représentant de l'église catholique Issa Kanana. Après plusieurs heures de tractation,
La Commission électorale nationale indépendante CENI a désormais son nouveau président. Et c'est le magistrat Élisée Ouedraogo qui préside aux destinées de l'instance chargée de l'organisation des élections au Burkina Faso pour les 5 prochaines années. Il est élu avec 13 voix sur 15 contre 2 pour son challenger Adama Kafando à l'issue d'un vote, tous deux de la société civile. Ça n'a pas été un fleuve tranquille, c'est vrai, mais nous y sommes arrivés. Et c'est le plus important. À ce stade, ensemble, nous regardons vers l'avenir. Dans notre pays, nous cultivons de plus en plus une tradition de recherche du consensus. Un consensus, même imparfait, vaut toujours mieux qu'une épreuve de force. Il y a eu, c'est vrai, un couac, ou peut-être même plusieurs couacs. On peut dire, mais toutes ces questions-là ont trouvé solution. Dieu merci, la sérénité est de retour. Passé désormais la tempête, place à présent au défi. Le principal étant l'organisation des municipales à venir. L'un des premiers défis auxquels nous avons à faire, c'est de pouvoir nous organiser et de nous atteler à pouvoir être à la hauteur de cette première échéance. L'autre aspect qu'il faut dire, c'est bien évidemment le défi qui est plus personnel à l'ensemble des commissaires et à l'ensemble du bureau permanent, c'est celui de pouvoir travailler dans une collégialité qui garantisse bien évidemment une image et une certaine sérénité pour pouvoir mieux travailler et dans une certaine efficacité. Travailler dans la sérénité et l'efficacité, c'est également le souhait du ministre en charge de l'administration territoriale. Yamba Malik Sawadogo de la majorité présidentielle et Relawende Aboubakar Savadogo de l'opposition sont élus vice-présidents. Deux rapporteurs issus également de la majorité et de l'opposition viennent boucler la liste des 5 commissaires qui composent désormais le nouveau bureau permanent de la Commission électorale nationale indépendante. Pour le nouveau président, le défi est de poursuivre le travail de son prédécesseur et pour donner le meilleur de son équipe. Il connaît déjà l'institution qu'il va diriger pour les 5 années à venir. Mais qui est-il? Son portrait avec Draman Guéné. Je jure d'exercer mes fonctions. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, c'est lui, Élisée Ouedraogo. Le natif de Kwartimoro est juge administratif de formation et jusque-là conseiller technique du ministre de la Justice. Il est titulaire d'une maîtrise en droit public de l'Université de Ouagadougou et d'un master pro 2 de l'Université de Rouen en France. Les Burkinabés s'attendent à ce que les élections soient des moments de paix. Élisée Ouedraogo n'est pas étranger à la maison. De 2015 à 2016, il était directeur du cabinet du président de la CENI et depuis là, commissaire représentant l'Église catholique à la CENI. Ancien directeur général de la fonction publique et juge au tribunal administratif de Ouagadougou, le président de la CENI a été en 2012 juge électoral au municipal et législatif de l'époque. Élisée Ouedraogo est donc un averti des questions électorales. Le diplômé de l'Université de Rouen a aussi des occupations académiques. Moniteur de travaux dirigés à l'Université Thomas Sankara de Ouagadougou, enseignant de droit administratif et droit constitutionnel dans plusieurs universités privées du pays. Élisée Ouedraogo est porté à la tête de la CENI pour un mandat de 5 ans. Avec loyauté, honneur et patriotisme, les tâches liées à mes fonctions. Et avant de poursuivre, la CAMEG, la centrale d'achat de médicaments génériques, est désormais frappée du sceau ISO 9001 version 2015, une certification preuve de la performance de la centrale célébrée ce soir même en présence du chef du gouvernement burkinabé, Christophe Dabiré. Christophe Dabiré qui a fait le déplacement de la CAMEG pour saluer un projet qui se concrétise, une nouvelle ère qui s'ouvre, bref, saluer une vision. Christophe Dabiré s'exprime au micro de Ernest Kambiré. La CAMEG a contribué à résoudre de graves problèmes de santé au niveau de notre pays. La CAMEG a permis de booster la mise en œuvre de l'initiative de Bamako avec la promotion des soins de santé primaires au niveau de notre pays. Aujourd'hui, il est important que nous saluions les efforts qui ont été faits pour arriver à ce résultat. Deuxièmement, j'ai fait le déplacement pour saluer l'excellence de la coopération que nous avons entretenue avec nos partenaires techniques et financiers, nos pays amis, dans le cadre du développement de notre politique sanitaire.
Je tiens à les remercier grandement pour la contribution qu'ils ont apportée afin de faire de la CAMEG ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai tenu également à venir saluer le personnel parce que, vous le savez, la CAMEG a traversé des moments extrêmement difficiles. J'ai tenu également à venir, à travers la CAMEG, saluer la vision et le leadership du président du Faso. Dans le domaine sanitaire, il a vite compris, lorsqu'il prenait les engagements avec le peuple burkinabé, que la politique sanitaire ne pouvait pas se mettre en œuvre tant qu'il n'avait pas un instrument capable de faire en sorte que la politique hospitalière et la politique des soins de santé primaire, le renforcement de la base sociale de notre pays, puisse se faire à travers un instrument dont le gouvernement en avait la maîtrise. Et puis, sortie de promotion à l'INSK, l'école normale supérieure de Koudougou, ce 30 juillet à Koudougou. Donc, c'est la 25e promotion des élèves professeurs de l'école. Ce sont environ 2542 enseignants et encadreurs pédagogiques que l'INSK met ainsi au service du système éducatif burkinabé. Le témoignage de la cérémonie de sortie de promotion avec Vincent Tchendrebego. Et les 2542 stagiaires qui achèvent ce jour leur cycle de formation professionnelle. Des professeurs de lycées et collèges, des attachés d'éducation, des encadreurs pédagogiques et des inspecteurs de l'enseignement secondaire, entre autres, prêts à renforcer les personnels de l'éducation nationale. Nous, promotion consolidation, sommes prêts à apporter notre contribution avec dévouement et patriotisme dans ce combat de notre peuple pour une école de qualité qui garantit un avenir radieux à notre pays. J'ai écouté avec une grande satisfaction la façon dont vous avez entonné l'hymne national. Et je pense qu'il n'y a pas eu de fausse note. Je suis rassuré que vous allez encadrer nos enfants avec autant de conscience. La cérémonie de sortie de promotion, deuxième du genre à l'école normale supérieure de Koudougou, s'est voulue solennelle avec la présence du président de l'Assemblée nationale. Alassane Balassa Kandé, tout en réitérant l'engagement de l'institution parlementaire dans le soutien aux acteurs de l'éducation, trouve là une tribune pour interpeller les éducateurs sur un phénomène grandissant, les grossesses en milieu scolaire. C'est une véritable laideur sociale dont on ne peut plus s'en laver les mains. Il ne nous est plus possible de détourner le regard, passer son chemin et faire comme si de rien n'était. Il ne nous est plus possible de nous complaire dans ce silence coupable et dans cette indifférence criminelle. Appelée à servir dans toutes les régions du pays, cette armée d'éducateurs demande alors à l'administration publique de faire preuve de diligence dans la prise de mesures qui doivent accompagner leur déploiement sur le terrain. À cette occasion, l'INSK signe des accords cadres de partenariat avec plusieurs autres institutions de formation et de recherche en éducation. Les femmes parlementaires du Burkina Faso en formation sur le leadership féminin, elles se sont retrouvées à Lumbila pour 72 heures d'échange sur les bonnes pratiques en matière de leadership féminin. Issa Kanana. Les femmes parlementaires de la 8e législature à l'école du leadership féminin. C'est un atelier de formation qui se veut un cadre d'échange de bonnes pratiques en matière de leadership. C'est d'inciter les femmes à communiquer, à partager leur vécu avec les autres, donc un cadre du donner et du recevoir, avec l'appui de la consultante qui va nous donner aussi d'autres rudiments qui nous permettront d'aller chercher plus haut. Et avec les qualités, comme on l'a si bien dit, l'audace, le courage et le sacrifice de soi. 72 heures durant, ces parlementaires réunis ici à Lumbila seront outillés sur leur rôle dans la société et celui qu'elles pourraient jouer en politique pour un développement harmonieux. L'engagement politique des femmes est un défi à relever et autour de ce défi, plusieurs autres qui sont liés à la société, qui sont liés également à des défis individuels, à des défis d'équilibre de vie. Nous avons toujours des plafonds de verre à crever pour pouvoir prendre le rôle que nous méritons au sein des institutions.
Celles qui sont hors de l'hémicycle nous prennent comme des modèles et ont envie de s'essayer. Et donc nous avons intérêt, à la place où nous sommes, d'être des modèles et de donner de l'espoir. C'est ce qui justifie cet atelier. Cet atelier est initié par l'Assemblée nationale. Il bénéficie de l'accompagnement du PROCAP, le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina. Les langues africaines magnifiées à Ouagadougou, une semaine dédiée à ces langues vient d'être lancée. C'est un acte de fierté que de parler sa langue dans un monde mondialisé, mais bien plus les États africains souhaitent par cette initiative agir pour la sauvegarde de l'identité culturelle et la participation effective des populations dans le processus de développement, la langue étant une partie de l'identité culturelle. Maïmouna Traoré. Les langues nationales, facteurs de cohésion sociale, de paix, d'intégration et de développement durable. Les ministres de la Culture des États membres de l'Union africaine, réunis à Alger en octobre 2018, n'ont donc pas hésité à entériner la proposition de l'Académie africaine des langues d'adopter la Semaine des langues africaines. Cette rencontre de Ouagadougou marque le lancement officiel de cette semaine consacrée à la valorisation et à la promotion des langues africaines. Longtemps programmé, le lancement de la Semaine des langues africaines a été reporté en raison du contexte sanitaire mondial lié à la pandémie du Covid-19. Pour ce lancement qui se tient finalement à Ouagadougou, il s'agira essentiellement de lancer officiellement la Semaine des langues africaines comme un rendez-vous annuel pour manifester la pertinence des langues et des cultures africaines en Afrique, dans la diaspora africaine et dans le monde entier, de promouvoir la dynamique des visions du monde et des philosophies africaines pour l'autonomisation et l'utilisation des langues africaines, démontrer le rôle indispensable, essentiel et urgent des langues africaines dans l'intégration, dans la paix, dans la cohésion sociale, dans le développement durable de notre continent. L'Afrique aura désormais une semaine dédiée à ces langues, l'occasion de faire le plaidoyer pour la promotion et la protection des langues africaines et leur utilisation dans tous les domaines de la vie, en particulier en tant que langues officielles et langues d'instruction, tout en sensibilisant à la nécessité pour les États membres de l'Union africaine d'élaborer des politiques linguistiques nationales dans le cadre du plan d'action linguistique pour l'Afrique de l'Union africaine. Cette rencontre, qui va durer 2 jours, devrait permettre d'élaborer la feuille de route pour l'organisation pérenne de la Semaine des langues africaines. Le service régional de la police judiciaire du centre a mis un terme aux activités d'un réseau de malfrats spécialisé dans la fabrication des produits contrefaits et impropres à la consommation. Les auteurs de ces forfaits exerçaient cette activité illicite dans les quartiers non lotis dans la ville de Ouagadougou. Selon les services de police, leur mode opératoire consistait à fabriquer des produits tels le vinaigre, le sel de table, les arômes. Explication avec Maxime Zango. Un réseau de malfrats démantelé par la police judiciaire du centre. Ils n'ont pas été présentés à la presse, mais le commissaire Saïbou Galbané précise qu'ils sont spécialisés dans la fabrication de produits contrefaits et impropres à la consommation. Une activité illicite à laquelle ces présumés malfrats s'adonnaient dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou depuis 3 ans. La police nationale, comme je l'ai bien souligné, dans sa mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens, a mis un terme à un réseau de spécialistes en contrefaçon des produits de consommation divers dans la ville de Ouagadougou. En effet, c'est à la suite d'une plainte posée à notre niveau que l'équipe d'enquête numéro 2 a ouvert une enquête et après les investigations a permis de démanteler des groupes de personnes qui s'adonnent à la contrefaçon des produits de grande consommation. Ils fabriquent les 10 produits et les conditionnent dans des emballages qu'ils se procurent avec les personnes dans les marchés Yar, tels que Bossiare et Pisankariare. Ces 2 fabricants de ces produits contrefaits livrent leurs marchandises un peu partout dans la ville de Ouagadougou, telles que les grandes boutiques à Lazare, à côté du cimetière municipal au grand marché de Woroboko, à Sankariare, ainsi qu'en province depuis plus de 3 ans.
La Ligue des consommateurs appelle aussi à la vigilance et donne ici des astuces pour distinguer le vrai du faux, car les produits contrefaits inondent le marché. On va demander aux consommateurs, à chaque fois que vous achetez un produit, le minimum c'est de vérifier la date de fabrication, la date de péremption et surtout le fabricant. Qui l'a fabriqué? S'il n'y a pas d'adresse du tout, prière s'abstenir. Les personnes interpellées ont été présentées au parquet, mais certains membres du groupe sont toujours en fuite selon la police, qui invite la population à plus de collaboration et à la culture de la dénonciation afin d'endiguer l'insécurité dans nos villes et campagnes. La suite de notre feuilleton Une semaine A, nous sommes toujours à Bitou, un focus sur un village atypique de la commune qui s'est remarqué par la production de manioc et de bananes. Des dizaines d'hectares y sont cultivés et font la fierté de la localité. Sekou Zongo, Souleymane Sanou. Voici les champs de manioc et les bananeraies de Zékézé vus d'en haut. Nous sommes à 15 km de Bitou. Des plantations à perte de vue sur des dizaines d'hectares. La carte postale est digne d'un pays côtier, mais nous sommes bien au Burkina Faso, sur les rives du fleuve Nakambé. Sur ce site, ce sont des exploitations individuelles, mais la production du manioc a considérablement régressé, selon les acteurs, eu égard au marché de ce tubercule qui est saturé au niveau régional. La production du manioc avait chuté à cause des difficultés d'écoulement. Mais avec cette nouvelle variété qui nous a été proposée par les transformatrices, nous pensons que la production va reprendre de plus belle. La production du manioc et de la banane à Zékézé se fait à plein temps. Pas de répit donc pour les producteurs qui passent de la plantation à la récolte et le processus se renouvelle systématiquement. 35 tonnes à l'hectare pour le manioc et plus de 6 millions de francs CFA à l'hectare pour la banane. L'activité est rentable. L'activité est pénible, certes, mais si tu te bats, elle nourrit son homme. C'est notre première source de revenus. Si les filières manioc et bananes à Zékézé présentent un avantage certain pour les producteurs, il y a cependant des difficultés qui freinent l'essor de la production. Comme difficulté, nous pouvons citer la faible mécanisation, le manque d'intrants et les maladies de la banane. Nous souffrons de la gestion de l'eau au niveau du barrage de Bagré. Parfois nos champs sont inondés, parfois un manque d'eau. Plus de 70 hectares, c'est l'étendue des productions du manioc et de la banane. Un site qui paraît vaste, mais les producteurs en redemandent. Leur objectif, faire de ce site un véritable pôle de croissance. Toujours à Bitou, le portrait d'une habitante de la commune, Lob Lassé, qu'elle s'appelle, réside à Bitou depuis plus de 30 ans. Qui est-elle et que fait-elle? Les réponses avec Sekou Zongo et Souleymane Sanou. Lob Lassé, Maman Lob Lassé, Madame Lob Lassé, Tanti Lob Lassé, autant d'appellations pour désigner une seule et même personne. À l'état civil, elle s'appelle Fatimata Kielem Newedraogo. Les 71 ans bien sonnés, elle est connue de tous ici à Bitou sous le sobriquet Lob Lassé, un surnom, toute une histoire. Dans les années 84, quand nous sommes arrivés à Bitou, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de puits. Donc, les femmes partaient au barrage chercher l'eau.
Et au retour, elle mettait un produit qu'on appelait alam pour décanter l'eau et pouvoir préparer avec ça. C'est comme ça, bon, entre-temps, nous, on avait un ami français qui, chaque fois, il venait nous voir ici. Et un jour, mon mari lui a proposé, mais tu ne peux pas nous aider avec un puits parce que nous voulons faire du jardinage. Il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et quand je vais repartir, je vais vous envoyer 2 puisatiers. Et les 2 puisatiers, quand ils ont fini de creuser le puits, il fallait buiser. Et quand les puisatiers busent, et ils rentrent le soir, le lendemain, ils viennent trouver que les femmes ont puisé de l'eau et les briques là, retombent dans le puits. Donc, toutes les nuits, mon mari partait vers les 4 heures du matin, aller se cacher derrière un arbre. Et à chaque fois, il voyait les femmes là venir. Il attend quand les femmes finissent de remplir leur plat. Il passe maintenant devant elles et elle prend, et il prend l'assiette de chaque femme, jeter, verser l'eau et puis jeter. Un surnom rendu populaire par la magie des ondes de la radio nationale et surtout par son animateur de l'époque, Tiga Ouedraogo. Il avait un ami, paix à son âme, Tiga Ouedraogo, qui était à la radio-diffusion là-bas. Et Tiga Ouedraogo est venu ici, il lui a raconté l'histoire. Et quand Tiga Ouedraogo a appris ça, à un concert, il dit de saluer l'Oblacé. De saluer l'Oblacé, même aux États-Unis, puisqu'il y avait des concerts aux États-Unis. Et c'est comme ça le nom l'Oblacé est venu. L'Oblacé est donc une appellation que Dame Fatimata Kielem Ouedraogo a hérité de son mari depuis le décès de ce dernier. Battante et humaniste dans l'âme, elle a depuis lors acquis une notoriété au-delà de Bitou. Malgré qu'elle est en retraite, sincèrement, elle se bat beaucoup. Pour ses enfants, pour elle-même, sa famille, puisqu'elle est le pilier de sa famille. Sincèrement, elle aime beaucoup les gens. S'il y a un problème dans le quartier, elle est la première à être là-bas. Tanti Kielem, communément appelée Madame L'Oblacé, c'est une femme vraiment battante, très aimable, une que j'ai connue depuis que je suis à Bitou, il y a près d'une 20aine d'années. C'est vraiment une maman à moi, elle est vraiment aimable et vraiment très sympa avec les gens. Ouais, c'est une qui m'a adopté depuis que je suis à Bitou ici. C'est une femme qui est vraiment très appréciée dans la commune ici, surtout encore avec sa spécialité qui dit Maman L'Oblacé, c'est le poulet à l'ail. Formatrice des jeunes agriculteurs à la retraite depuis 2008, L'Oblacé s'est reconvertie et mène une vie tranquille avec comme activité principale la grillade des gallinacés. C'est d'ailleurs en partie à cette spécialité bien appréciée des bitoulais que Dame Kielem tire sa renommée. De la grillade toute particulière qui fait saliver les clients, et ce n'est pas ce monsieur connu sous le nom de Prince et son ami qui diront le contraire. Mais pas que, L'Oblacé partage son expérience en tricotage avec les jeunes filles et dames désireuses d'apprendre. L'Oblacé a 7 enfants, 6 petits-fils et 2 arrière-petits-fils. Une famille qui lui procure aujourd'hui sa plus grande fierté. Et puis l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes organise du 27 au 30 juillet 2021 à Koudougou des journées d'échange sur les cadres juridiques des secteurs de communication électronique et des postes à l'attention des acteurs du monde judiciaire. Il s'agit pour le régulateur de permettre aux magistrats et aux agents judiciaires de s'approprier des textes régissant le domaine des communications électroniques. Maïmouna Traoré, Souleymane Sanou.
Journée d'échange sur les cadres juridiques des secteurs des communications électroniques et des postes. C'est une initiative de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour présenter aux acteurs du monde judiciaire la spécificité du secteur des communications électroniques et des postes, mais aussi de partager avec eux la réglementation applicable aux 10 secteurs. Il s'agit aussi de recueillir les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels du droit dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils sont saisis pour des dossiers relatifs aux communications électroniques et aux postes. Ce secteur est très spécifique. L'une de ses particularités, c'est son dynamisme. Les choses évoluent très vite et naturellement, comme on le sait, les textes n'évoluent pas aussi rapidement que les secteurs. Et naturellement, donc, à travers ces échanges, c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de voir comment nous pouvons mieux appréhender les choses pour satisfaire les populations. Et pour permettre aux participants d'en savoir plus sur les aspects techniques et technologiques des communications électroniques, plusieurs thématiques vont être abordées. Il s'agit, entre autres, des principes qui gouvernent la régulation des communications électroniques et des postes, le problème de qualité et les enjeux, le processus d'installation des sites radioélectriques, la tarification des services, la pratique de l'identification chez les opérateurs, la protection des données personnelles collectées dans les secteurs régulés. Et pour mieux aborder ces thématiques, l'ARCEP a fait appel à d'autres compétences, notamment la Commission de l'informatique et des libertés, les opérateurs de téléphonie mobile et l'Agence nationale des évaluations environnementales. Le Conseil supérieur de la communication joue la carte du rapprochement à travers sa politique de déconcentration de ses services. Ce 29 juillet, il a lancé la construction de son siège régional du Nord. C'est un bâtiment R+1 qui va coûter plus de 300 millions de francs CFA et est financé par l'ambassade du Japon. Moussaki. Le plan du siège de la délégation régionale du Conseil supérieur de la communication du Nord, le voilà en image. Un bâtiment R+1, vue de façade et même aérien. Sa superficie est de 800 mètres carrés sur les 1671 octroyés par la mairie. Le ministre en charge de l'agriculture et le vice-président du Conseil supérieur de la communication donnent ici le top départ des travaux. Avoir un siège au niveau de la région du Nord nous permet d'être en permanence en contact avec les médias, avec les animateurs des médias, avec le contenu des médias, de sorte qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible en cas de manquement, mais de sorte aussi qu'on puisse être en dialogue permanent avec les médias. Cette politique de rapprochement de l'organe de régulation des médias est inscrite dans le plan stratégique 2017-2021 du CSC. Le Japon apporte son soutien à ce plan à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Dans ce soutien, il y a la construction de ces sièges régionaux du Nord estimés à plus de 300 millions de francs CFA. Le Japon accompagne le Burkina Faso dans le développement institutionnel pour qu'il y ait l'ancrage démocratique au Burkina Faso. Et nous savons que le CSC est un dispositif assez important dans la promotion de l'état de droit. Nous attendons les ordres de service de commencer. Et après ça, on ira à la phase de l'enregistrement des marchés, et à l'élaboration du dossier technique, surtout au niveau du gros œuvre, les œuvres secondaires, ça veut dire que l'électricité, la plomberie et autres. Le siège de la délégation régionale du Nord du CSC renferme entre autres des salles de réunion, des visionnages, des archives et des bureaux. L'entreprise Elomasart a 9 mois comme délai pour la finition et la remise du bâtiment. Et pour refermer ce journal, l'agence adventiste d'aide au développement vient de faire un don au ministère de la Santé, un don de matériel médico-technique pour renforcer la capacité des hôpitaux. C'est le ministre de la Santé en personne qui a officiellement reçu le matériel pour ses services. Marguerite Douagneau. Composé de consommables médicaux, de kits de protection, de matériel pour analyse biologique, le don de l'agence adventiste d'ordre et de développement ADRA se veut un geste pour renforcer les capacités des hôpitaux pour des offres de soins de qualité. Ce n'est pas la première des initiatives d'ADRA. ADRA est toujours aux côtés du gouvernement pour les épauler dans la mesure du possible. Et quand Covid-19 a secoué tout le monde,
Alors ADRA s'est mis à penser qu'est-ce que nous pouvons faire dans le monde entier et nous personnellement on devrait voir qu'est-ce que nous pouvons faire au Burkina. Il faut dire que ce don particulier d'ADRA Burkina rentre dans un contexte particulier de l'église au Burkina Faso. Aujourd'hui, en 2021, nous fêtons les 50 ans de l'existence de l'église adventiste au Burkina Faso. Et dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, alors ce don-là vient rehausser en tout cas les préparatifs de cet événement. D'une valeur de plus de 260 millions de francs CFA, ce don vient soutenir le gouvernement burkinabé dans son plan de riposte sanitaire et socio-économique dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Soyez rassurés que ces produits seront répartis et adressés donc au niveau des hôpitaux pour qu'ils puissent les utiliser convenablement selon des termes de référence qui leur seront adressés. L'ONG ADRA existe au Burkina Faso depuis 1992. Elle intervient dans les domaines tels la sécurité alimentaire, l'aide alimentaire, l'éducation et la gestion des conflits, entre autres. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.